Merci. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous encore aujourd'hui ici dans la salle et à la maison sur le web. Donc, comme ils nous ont présenté, nous sommes Valérie et Jacinthe de l'agence Les Mauvais Garçons. Et aujourd'hui, on vient vous parler de l'importance de bien présenter sa marque sur les réseaux sociaux. Parce que souvent, quand on pense à une marque, on pense aux grandes marques que l'on connaît, qu'on consomme, mais petites ou grandes, connues ou très peu, une marque, ça reste une entité qui génère des émotions, de par ses produits, ses services, de par l'expérience qu'elle fait vivre à sa clientèle et dans son discours. Donc, vous devez vous demander, moi, en tant que propriétaire de salon ou en tant que styliste, est-ce que je suis vraiment une marque? Définitivement. Quand les clients viennent sur votre chaise dans votre salon, vous devez leur parler de vos produits chouchous, de votre expérience, de parler de leur vie. Alors, les médias sociaux, c'est simplement un moyen supplémentaire pour vous de garder cette précieuse relation que vous avez avec votre clientèle. Par exemple, lorsque vous voulez leur présenter des produits ou vous voulez leur donner de l'information, ça reste quand même un moyen très chouette de leur communiquer. Maintenant qu'on comprend l'impact que les réseaux sociaux ont sur votre marque, je vous laisse au bon soin de ma collègue Jacinthe, stratège, qui va pouvoir vous montrer les bonnes bases et les bonnes pratiques pour la saine gestion de votre page Facebook et votre compte Instagram. Merci beaucoup, Valérie, pour l'introduction. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère surtout que vous êtes laissé inspirer par Perfecto aujourd'hui. On va se dire, il y a vraiment des belles formations, des beaux stands, ça valait vraiment la peine d'être ici. Mon nom, moi, c'est Jacinthe. Comme ma collègue vous l'a dit, ça fait environ près de 5 ans que je suis stratège chez Les Mauvais Garçons, qui est une boîte en marketing qui est établie à Québec. J'imagine qu'au courant de la formation, vous aurez possiblement des questions. Je vous invite à les mémoriser, puis à les poser à la fin de la formation. Il va y avoir une période dédiée à ça. Donc, on va commencer tout de suite, étant donné qu'on n'a pas une grande période de temps et qu'on souhaite vous fournir le plus d'informations possible. Et on va débuter avec la base. Vous vous en douterez sûrement, mais pour avoir accès à Facebook et à Instagram, ça prend premièrement un compte. Par contre, sur les deux plateformes, il y a 2 types de comptes qui sont disponibles à vous. On a d'une part les profils professionnels, mais on a également les pages professionnelles. Les profils personnels, ce sont les comptes que vous avez, vous et moi, pour échanger avec nos amis principalement, tandis que les pages professionnelles sont vraiment conçues pour les entreprises, pour les aider vraiment à augmenter leur visibilité sur les réseaux sociaux. Ça arrive parfois qu'il y a certaines entreprises qui décident toutefois de se dire « Ah ben moi, je vais avoir un profil personnel, puis ça fonctionne très bien pour moi comme ça ». Par contre, ce n'est pas quelque chose qu'on recommande parce qu'il y a vraiment beaucoup d'avantages à avoir une page professionnelle, notamment pour faire de la publicité, également pour obtenir des statistiques, donc le nombre de clics, le nombre de vues, la portée qu'on a obtenue sur nos publications. La possibilité aussi d'ajouter des administrateurs, donc vous n'êtes pas obligé de donner vos accès personnels pour que d'autres membres de votre équipe puissent gérer la page. Être référencé aussi par Google, donc que votre page Facebook soit visible lorsque les gens la recherchent sur le moteur de recherche. Pour programmer aussi des publications, donc assurer une bonne planification. Élargir votre réseau à l'infini, puisque comme on sait que pour les profils personnels, la limitation est de 5000 abonnés, tandis qu'il n'y a aucune limite pour les pages professionnelles. Et au final, avoir un look professionnel, et il y a encore beaucoup d'autres avantages, mais c'est ici les principaux et qui sont les plus pertinents pour vous. Facebook versus Instagram. À main levée, j'aimerais ça que vous me dites si vous croyez qu'il y a une plateforme meilleure que l'autre. Donc, tout le monde pense pas mal qu'ils sont sur le même piédestal. En fait, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas vraiment une plateforme qui est meilleure que l'autre parce que tout dépend de plusieurs choses. On va premièrement penser aux objectifs. Donc, sur Facebook, on y va principalement pour rester informé. On va y aller, par exemple, pour rentrer en communication avec nos amis. C'est souvent par là qu'on va apprendre que notre amie est enceinte ou encore que c'est l'anniversaire de notre cousine qu'on avait oublié.
En contrepartie, sur Instagram, on souhaite vraiment se faire inspirer, on souhaite voir du beau. Donc, ici, la vedette de votre publication devrait toujours être le visuel et non le texte de la publication. Dans un deuxième temps, ça dépend aussi des médias auxquels vous avez accès. Est-ce que vous faites votre propre création de contenu? Est-ce que vous avez des contenus originaux? Ou bien est-ce que vous avez plus l'habitude d'aller chercher des images dans des banques d'images libres de droit comme Unsplash ou que vous avez plus l'habitude aussi de faire des visuels via Photoshop ou Canva? À ce moment-là, vous êtes peut-être mieux de rester sur Facebook, étant donné que sur Instagram, on veut vraiment y retrouver du contenu original, donc du contenu créé par vous. Par exemple, ce genre de visuels-là, c'est évidemment à éviter. Par contre, ça arrive parfois qu'on en voit encore. On souhaite vraiment éviter à tout prix les photos pixelisées, des photos floues, des photos aussi mal cadrées, c'est important de faire attention à ça, et également les photos avec les filigrammes, donc les photos avec les petites marques qu'on voit sur le visuel, c'est-à-dire que si vous utilisez ça, ben c'est probablement parce que vous avez acheté, en fait, vous vouliez acheter une photo, mais vous ne l'avez pas achetée, donc ce n'est pas une image qui est libre de droit au final. Surtout que dans le cas d'Instagram, comme disait ma collègue Jacinthe, elle dit ce qu'on veut voir, c'est du contenu qui vous appartient. Donc, vous avez un peu moins intérêt à partager du contenu qui ne vous appartient pas. Surtout quand il y a un filigrane, c'est parce qu'il faut faire l'acquisition des droits. Donc, on vous conseille d'aller dans les banques gratuites plus que dans celles qui sont payantes, puis juste prendre celle-là avec des logos par-dessus. Ensuite, ça dépend également de votre clientèle cible. Vous en doutez sûrement, mais sur Instagram, on a vraiment une clientèle beaucoup plus jeune, malgré que ça s'en vient un peu plus âgé avec les années. Par contre, ici, on parle vraiment d'une généralisation. Et sur Facebook, on va cibler une clientèle un peu plus mature. Donc, par exemple, si vos clientes, ce sont des étudiantes, bien, vous auriez intérêt à être sur Instagram, mais si vous avez principalement des femmes ou des hommes retraités, à ce moment-là, on va prioriser Facebook. Et pour finir, ça dépend aussi de votre temps. En fait, gérer un seul réseau social, je parle par expérience, ça peut vraiment devenir un travail à temps plein si on s'y met vraiment beaucoup, qu'on se dit qu'on établit une stratégie de contenu vraiment efficace, qu'on veut avoir des publications à chaque semaine. Mais là, si vous vous dites aussi, bien, ce serait important que je sois sur Instagram, vu qu'il y a une partie de ma clientèle qui est là, bien, premièrement, si vous avez de la misère à gérer un seul réseau social, embarquez-vous pas dans un deuxième parce que là, ça va vraiment devenir le chaos. Puis, vous serez juste plus motivé au final à gérer vos réseaux sociaux. Donc, vous le savez déjà, mais sur les réseaux sociaux, on priorise aussi la qualité aux dépens de la quantité. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour avoir des profils optimaux? On a notre compte Facebook, on a notre page Instagram, mais comment les rendre au goût du jour et qu'il y ait un look professionnel au final? Bien, premièrement, ça prend une photo de profil. Qu'est-ce qu'on veut avoir sur notre photo de profil? En fait, plusieurs choix s'appliquent à vous. Ça peut autant être votre nom, ça peut également être votre logo, ça peut être aussi vos initiales simplement, que vous avez fait un petit visuel si vous n'avez pas nécessairement de logo pour votre entreprise. Ça peut même être une icône que vous pouvez trouver gratuitement sur le web. Tant que c'est une image qui est représentative soit de votre nom ou bien d'un item de la coiffure, c'est correct comme ça. On ne se casse pas la tête. Parce que souvent aussi, on s'aperçoit que des profils utilisent par exemple une tête ou juste des cheveux comme photo de profil. On vous conseille d'avoir, étant donné que c'est la pastille qui va apparaître à chacune de vos publications, essayez d'avoir vraiment votre marque le plus possible. Donc peut-être votre nom décrit à la limite sur du fond blanc ou quelque chose comme ça, ou entourez-vous d'amis qui peuvent vous aider à avoir un design un petit peu plus graphique qui peut vous aider pour votre photo de profil, parce que la photo de couverture, comme Jacinthe va vous dire, peut permettre de mettre des images à la place. Donc, pour poursuivre avec la photo de couverture, ici, c'est seulement pour Facebook. Ça peut autant être une belle photo de votre équipe, une photo du salon, ça peut être une image que vous trouvez qui est inspirante, une coiffure que vous avez faite et dont vous êtes fiers. Ça peut être une promotion, ça peut être un événement, comme aujourd'hui, Perfecto. Et mon prochain exemple est justement avec Perfecto. Petite note pour les photos de couverture sur Facebook. Tout dépendamment, si vous la regardez sur un mobile ou sur un ordinateur, la vue ne sera pas la même. Donc, comme on voit sur l'exemple à la gauche, il y a une partie de la photo
où est-ce qu'on ne verra pas l'écriture. Donc, si vous avez de l'information importante à mettre sur ce visuel-là, assurez-vous seulement de le mettre dans le milieu pour qu'il soit visible sur toutes les plateformes. Ensuite, comment optimiser son profil Facebook? C'est aussi de par les onglets. Vous avez les onglets services dans lesquels vous pouvez ajouter tous vos services, coloration, coupe, mise en pli. Vous pouvez même y ajouter les prix. Et ça, c'est important d'y mettre parce que si vous n'avez pas de site web, ça va être la ressource principale pour vos clients potentiels d'aller rechercher l'information. Au même titre que l'onglet « À propos », ça peut avoir l'air niaiseux comme ça, mais c'est important d'aller vérifier si vos informations de contact sont à jour. Parce que si, par exemple, un client potentiel arrive sur votre profil et se dit « Ah, ils ont l'air de faire des belles choses à ce salon-là, j'aimerais ça les contacter pour prendre un rendez-vous », et que finalement, le numéro de téléphone auquel ils essayent de vous appeler ne fonctionne pas, bien, vous venez de passer à côté d'un client potentiel et ce n'est pas ça qu'on veut. Donc, ça prend seulement quelques secondes et ça peut vraiment vous ramener beaucoup au bout de la ligne. Sur Instagram, on n'a pas de photo de couverture. Par contre, on peut ajouter quand même de l'information intéressante, notamment les informations de contact au même titre que dans l'onglet « À propos » sur Facebook. Vous pouvez aussi ajouter dans votre biographie votre slogan, la marque de produit que vous utilisez, votre spécialité. Ça peut vraiment être juste une petite phrase catchy aussi, tout simplement, mais juste essayer vraiment de venir le bonifier le plus possible. Ensuite de ça, maintenant qu'on sait que nos profils sont optimisés, c'est quoi les règles d'or d'une bonne publication Facebook et d'une bonne publication Instagram? Premièrement, les hashtags. Une question qui revient vraiment souvent. À quoi ça sert réellement les hashtags? En fait, c'est assez simple. Ça vous permet d'obtenir plus de visibilité sur vos publications. Par exemple, vous venez d'acquérir le nouveau SteamPod et vous voulez faire une démonstration à vos clients pour montrer comment bien l'utiliser. Ensuite de ça, vous avez créé une petite vidéo. Bien, vous voulez nécessairement la publier sur Instagram. En venant ajouter le hashtag SteamPod, bien, ça permet en fait aux utilisateurs de pouvoir accéder à ce contenu-là, donc à vous trouver plus facilement s'ils sont à la recherche d'une façon de faire pour utiliser cet appareil-là. Où doit-on les utiliser? En fait, les hashtags, même s'il y en a qui en mettent sur Facebook, ce n'est pas quelque chose qu'on recommande parce que les gens ne font pas de recherche de hashtags sur Facebook. Donc, sur cette plateforme-là, on n'en met pas. À moins que vous vouliez identifier un mouvement ou montrer un sentiment. Quand on parle d'un mouvement, on parle du hashtag achat local qui a beaucoup été utilisé pendant la pandémie, entre autres. Mais ça va bien aller aussi, tu sais, ça oui. fonctionne sur Facebook. Donc, on les priorise vraiment pour Instagram. Mais ensuite de ça, comment qu'on fait pour les trouver, ces fameux hashtags-là? Comment qu'on les sélectionne? En fait, c'est vraiment simple parce que dans votre cellulaire, dans l'application Instagram, il y a déjà un outil de recherche qui est là pour vous aider. C'est-à-dire que lorsque vous faites la recherche d'un hashtag en particulier, comme on voit sur le petit cellulaire à l'écran, donc moi j'avais fait la recherche de SteamPod, bien, Instagram va me proposer plein d'autres hashtags en lien avec ce dernier. Donc ça peut vous donner des idées de d'autres hashtags à utiliser dans vos publications. Ensuite de ça, comment qu'on en met? En fait, la plateforme de Instagram limite le nombre de hashtags à 30. Par contre, on ne conseille pas d'en mettre 30. Puis même à ça, je ne pense pas que vous ayez assez de contenu pour en mettre vraiment de ce nombre-là. Donc, à partir de ces informations-là, nous, on recommande d'en ajouter entre 5 à 10 en moyenne. Puis assurez-vous toujours aussi de la pertinence de ces hashtags-là en allant vérifier les publications qui sont associées. Par exemple, pendant la COVID, il y avait beaucoup de marques qui utilisaient le hashtag COVID, mais on se rend compte que quand on clique dessus, bien, c'est beaucoup des photos très laboratoires, avec des seringues, avec du monde dans des masques, des gens en clinique. Donc, on ne va pas vraiment être associé à ce genre de contenu-là. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller vérifier la pertinence des hashtags avant de les utiliser. Pratique que l'on voit souvent, et question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que c'est une bonne pratique de mettre les hashtags dans la section des commentaires? Non, parce qu'en fait, les hashtags ne seront pas indexés par le moteur de recherche.
C'est-à-dire que si vous décidez de mettre des hashtags dans la section des commentaires et que vous souhaitez que les utilisateurs vous trouvent à l'aide de ces hashtags-là, bien, ça ne fonctionnera pas étant donné qu'ils ne sont pas indexés par la plateforme. Alors, c'est pour ça qu'on recommande toujours de les mettre directement dans la publication. Et si vous voulez qu'ils soient à part de votre texte, bien, juste ajouter des petits points entre le texte et le hashtag et ça peut suffire. Les fameux emojis. On aime beaucoup ça, en mettre des emojis, puis souvent, ça rajoute de la personnalité, ça rajoute de la saveur à nos publications. Ça permet aussi de créer un lien de proximité avec son audience. Par contre, il y a certains emojis qui peuvent porter à interprétation. On connaît tous le fameux emoji de l'aubergine. Je n'ai pas besoin de vous dire à quoi ça nous fait penser. On évite ce genre d'emoji sur les publications. En texto. C'est sûr que dans un contexte comme le vôtre, je ne crois pas que vous serez porté à l'utiliser, mais c'était juste pour faire une blague. Mais par exemple, le hashtag de clin d'œil, il peut être interprété de différentes façons, dans le sens où il peut avoir un caractère flirt, un caractère plus arrogant. Donc, c'est juste pour vous dire de faire attention aux hashtags que vous utilisez, mais surtout pas aux hashtags, aux emojis, pardon, et à ne pas trop en mettre aussi. Raccourcir des longs URL. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Vous avez déjà sûrement remarqué que dans des biographies Instagram ou même dans des textes de publication Facebook, Instagram, des liens qui s'appelaient Linktree ou bien Bitly, et vous vous êtes dit, ça vient d'où ça? C'est quoi que ça mange au printemps? Eh bien, en fait, ces liens-là, ça sert en fait à raccourcir des longs URL. Par exemple, si vous avez un site web et que vous voulez rediriger les gens vers une page de votre site qui mène, par exemple, à un produit en particulier, un shampoing, bien, ça se peut que l'URL soit vraiment long. Alors, comme dans l'exemple qu'on a ici, notre URL de départ nous mène justement vers la page des shampoings, mais on le trouvait long, alors on est venu utiliser Bitly pour venir le raccourcir. Donc, si on clique sur l'un des deux liens, ça va ramener exactement à la même page. Et en plus de ça, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que ça va vous permettre d'avoir des statistiques, notamment le nombre de clics qu'il y a eu sur ce lien-là. Donc, si par exemple, vous avez une publication dans laquelle vous voulez mettre un lien Bitly qui redirige vers la page de rendez-vous, puis que vous dites « Ouais, mais ça, j'ai pas eu beaucoup de likes sur cette publication-là, mais peut-être que vous avez eu beaucoup de clics sur le lien, et au final, c'est ça qu'on veut. » Pour ceux qui se le demandent, Bitly, c'est une application sur Internet qui est gratuite. En fait, vous pouvez aller voir Bitly ou Linktree, ça ne coûte rien pour créer un compte. Ça va vous permettre aussi, comme dit Jacinthe, de faire toutes vos URL puis de les garder en archive. Comme ça, vous savez au bout de la semaine si vous avez eu beaucoup de trafic sur un lien puis voir si ça va vraiment mener à un intérêt pour votre clientèle. Ensuite de ça, je vous ai fait un petit topo de règles d'or vraiment à suivre pour la rédaction de vos publications. Point très important, on ne le répétera jamais assez. C'est important de réviser vos textes si vous voulez avoir un look professionnel. Puis même quelqu'un qui est très calé en français peut faire des fautes ou faire des coquilles une fois de temps en temps. Alors, ça prend seulement quelques minutes et vous pouvez demander à un collègue qui a une bonne connaissance de la langue française de réviser vos contenus. Ou encore, vous pouvez vous procurer un logiciel comme Antidote qui vous permet de corriger la grande partie des fautes. C'est sûr qu'il y a certaines fautes de grammaire qui ne sont pas prises en compte. Par contre, ça permet vraiment de faire une révision assez complète. Ensuite, ne pas abuser des caractères spéciaux, c'est-à-dire les points d'exclamation, les points de suspension, les étoiles et des emojis, parce que ça rend en fait, on veut que la publication soit la plus épurée possible. Les hashtags, on en a parlé plus tôt. Ensuite de ça, pour la longueur idéale des textes, c'est une question qui revient vraiment souvent. Puis moi, ce que je pense de ça, c'est qu'il faut se rappeler que les gens ne lisent pas. Donc, ça ne vous sert à rien de commencer à faire des longs paragraphes, des longs textes et tout ça, parce qu'il y a probablement que la majorité des gens vont le lire soit en diagonale ou le liront juste pas au complet. Alors, on veut rester concis, dire l'information qui est nécessaire quand même. Les URL, on vient d'adresser le point. Et pour finir, le format des photos, on veut prioriser les formats qui sont verticales, donc le format portrait, ainsi que le format carré, simplement parce qu'ils prennent plus de place dans l'écran et donc peuvent attirer l'attention plus rapidement.
contrairement au format horizontal où est-ce qu'il apparaît vraiment plus petit à l'écran, celui-là, on souhaite l'éviter. Donc, si je vous ai mis un petit exemple d'une rédaction pour Facebook versus une rédaction pour Instagram, grosso modo, sur Facebook, on n'a pas mis de hashtag, on a mis un petit peu plus de texte, on a également ajouté un petit emoji. Sur Instagram, on a mis 2 hashtags qui ont un lien avec la marque, puis on est vraiment resté concis dans la rédaction de nos textes. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que souvent, par manque de temps, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise, par exemple, l'outil pour créer les publications, puis on fait « j'envoie ça sur Facebook et sur Instagram en même temps ». On vous conseille, si le temps vous le permet et l'énergie vous le permet aussi, de prendre le temps de vraiment rédiger votre post pour Instagram puis votre post pour Facebook. Parce que c'est pas la même clientèle qui va lire ça, puis c'est juste parce que la façon qu'on consomme Facebook et la façon dont on consomme Instagram ne sont pas les mêmes. Donc, ça vaut la peine de dire, je vais faire 2 textes différents ou du moins juste adapter les textes pour comprendre que souvent, quand on voit un post sur Facebook avec plein d'hashtags, on fait « ah, ben elle l'a copié d'Instagram tout simplement, fait que j'irai pas voir ». Ensuite, les fameuses stories Instagram, un format qu'on aime vraiment beaucoup parce que c'est un format éphémère qui n'a pas vraiment besoin d'être pensé beaucoup à l'avance, étant donné que pour ce format-là, on souhaite vraiment capturer l'essence du moment présent. Donc, c'est l'une des raisons pourquoi on vous suggère de vraiment les intégrer à votre stratégie de contenu, en plus du fait que c'est vraiment le format favori des utilisateurs. On se rend compte que de plus en plus, les gens défilent moins leur fil d'actualité et qui se concentrent uniquement sur les stories. Donc, vous avez vraiment intérêt à profiter de ce placement-là. Et en plus, il existe vraiment plusieurs outils à votre disposition afin d'aller cerner un peu plus c'est quoi les besoins puis les attentes de vos utilisateurs. Quand on parle de personnalisation, on parle notamment tous les autocollants et les stickers qui sont mis à votre disponibilité. Par exemple, le compte à rebours que vous auriez pu utiliser pour annoncer le show Perfecto d'aujourd'hui. Un autocollant de lien pour rediriger les gens vers votre page Facebook, faire des sondages, faire des quiz, poser des questions vraiment diverses à votre communauté. Par exemple, si vous pourriez leur demander quel nouveau service aimeriez-vous qu'on intègre au salon? Donc, si vous voyez qu'il y a vraiment une forte demande pour un certain service, peut-être que ça vaudrait la peine de penser à regarder comment vous pourriez l'intégrer. Ensuite, la planification. J'ai une petite question pour vous. À main levée, j'aimerais ça que vous me dites, en fait, qui d'entre vous prenez le temps d'inscrire ces rendez-vous, soit dans un agenda numérique ou bien un agenda papier? Sans surprise, parce que j'imagine que vous ne voulez pas vous ramasser à faire 10 balayages dans une seule journée. 10 coupes hommes, ça pourrait peut-être aller, mais pour avoir vécu une expérience de balayage, je pense que quand on en a 1 ou 2, c'est assez. Donc, au niveau des réseaux sociaux, ça fonctionne de la même façon. On souhaite planifier pour ne pas se ramasser avec de mauvaises surprises. Donc, vraiment, en venant planifier vos contenus, ça va non seulement vous permettre de gagner du temps, puisque vous ne serez pas pris à chaque jour à devoir penser à quel genre de contenu vous voulez publier, d'assurer aussi la qualité de vos contenus, puisqu'ils vont être faits à l'avance et ils ne seront pas faits sur le vif, et d'avoir l'esprit tranquille, puisque vous allez vous dire « mes publications sont programmées pour toute la semaine, je n'ai pas besoin de me casser la tête avec ça, je vais regarder la semaine prochaine, ça va être quoi les contenus pour le restant du mois, par exemple. » Ça arrive des fois qu'on est en manque d'inspiration. Moi-même, quand je dois faire des stratégies, ça m'arrive d'avoir le syndrome de la page blanche et de me dire « voyons, qu'est-ce que je pourrais proposer vraiment qui sort de l'ordinaire ou qui sort de qu'est-ce que je propose habituellement. » Donc, on vous a donné quelques idées de contenu que vous pourriez peut-être intégrer à votre propre stratégie de contenu. Ici, on a une catégorie qui est assez familière d'après moi. Donc, des photos, mais aussi des vidéos de vos réalisations dont vous êtes fiers. Ça peut être également des photos de vos produits, pas les produits de coloration, évidemment, parce que ce n'est pas intéressant pour vos utilisateurs, vos clients, mais ici, on parle vraiment des produits que vous offrez.
Par exemple, si vous avez une cliente qui souhaite avoir un beau balayage pour l'été, justement, peut-être lui proposer des produits pour entretenir son blond tout au long de l'été pour qu'il reste beau et vibrant. Ça peut être également des nouveaux arrivages de produits, des produits en promotion, des produits chouchous que depuis des années vous les utilisez, que vous les aimez vraiment beaucoup. Au-delà des produits, vous pouvez apporter un côté un peu plus inspirationnel en présentant c'est quoi les nouvelles tendances de la saison. Vous pouvez le faire sous forme de réalisation que vous venez de faire sur la tête de l'une de vos clientes. Surtout qu'aujourd'hui, je pense que vous avez eu de belles inspirations. Oui. Donc, vous allez pouvoir tirer du contenu de Perfecto aujourd'hui, puis du contenu qui va en découler aussi, et le partager à votre clientèle. Si vous n'avez pas fait de stories, c'est le temps d'en faire avant de quitter. C'est bon pour vos réseaux sociaux, ça. Ensuite, vous pouvez également parler de l'entreprise, des faits sur le salon. Ça peut être également annoncer une fermeture pour les vacances. Donc, exemple, vous fermez pendant les vacances de la construction. Bien, dites-le à votre clientèle à l'avance pour pas que lorsqu'ils arrivent pour prendre leur rendez-vous, bien, c'était justement pendant cette période-là qu'ils voulaient. Et pour finir, on a également le côté humain. Présenter les membres de son équipe, mais ça peut aller au-delà des coiffeurs et des stylistes. Ça peut être le concierge qui est là depuis 15 ans, puis que finalement, c'est la vraie force tranquille de votre équipe, parce que si les planchers sont propres et il n'y a pas de cheveux, bien, c'est à cause de lui. Nous, chez les Mauvais Garçons, comment on fonctionne pour bâtir notre stratégie de contenu? On y va souvent par mois, puisque c'est facile à prévoir, puis on ne veut pas se commettre sur trop de semaines parce qu'on sait qu'il peut y avoir des changements si on se rend un peu trop loin. Donc, comment on fonctionne? C'est qu'on prend un calendrier comme celui-ci, et après ça, on se fait un brainstorm des catégories de contenu qu'on souhaite mettre de l'avant. On essaye de remplir notre mois pour qu'on ait au moins 2 à 3 publications par semaine. Et ensuite de ça, on prend ça et on s'occupe de les programmer. Facebook, en fait, si vous ne le saviez pas déjà, met à la disposition des entreprises des outils de programmation pour les aider à planifier. Il y a notamment le Creator Studio ou la suite Meta Business via laquelle vous pouvez programmer vos publications. Et en plus de pouvoir choisir la journée, vous pouvez également choisir l'heure à laquelle vous souhaitez les publier. N'oubliez pas que cette fonctionnalité-là ne fonctionne pas quand c'est un compte personnel. Donc, tout à l'heure, on parlait que c'était un des avantages d'avoir un compte professionnel. Mais au moins, ça vous permet de faire ça, de vous asseoir un dimanche dans le mois, préparer toutes les publications, comme le dit Jacinthe, puis vous allez pouvoir dire, bien, moi, je vais faire ça le matin, je vais faire l'autre le soir. Puis après ça, vous oubliez votre semaine et tout est programmé. Chose que vous ne pouvez pas faire avec votre compte personnel. Merci. Ensuite, là, c'est bien, on sait qu'on peut planifier, on sait quel genre de contenu qu'il faut mettre de l'avant, mais la fameuse question, quand est-ce qu'il faut publier au bout de la ligne? Et cette question-là revient souvent, et j'aimerais beaucoup vous dire que le meilleur moment pour publier, c'est le mardi à 9 h, c'est là que vous allez avoir le plus d'interactions. Par contre, ce n'est pas la réalité. Et malheureusement, il n'y a pas de formule magique pour essayer de deviner c'est quand le meilleur moment. Par contre, soyez rassurés, il y a quand même des moyens que vous pouvez prendre pour essayer de choisir un moment qui n'est pas non plus totalement aléatoire. Premièrement, vous pouvez vous fier au comportement de vos clients. Par exemple, si vos clients sont pour la majeure partie des travailleurs du 9 à 5, bien possiblement qu'entre 9 h et midi et qu'après ça, entre 1 h et 5 h, bien, ce n'est pas les meilleures heures pour publier. Donc, peut-être prioriser davantage tôt le matin, juste avant de partir au travail, sur l'heure du dîner, à 3 h lorsqu'ils prennent une pause, ou même à 5 h le soir lorsqu'ils terminent leur journée, qu'ils veulent avoir un peu d'actualité sur ce qui s'est passé sur leur réseau. Vous pouvez également vous fier aux statistiques de votre page. Il y a un onglet statistiques sur votre page, si vous ne le saviez pas déjà, dans lequel vous pouvez savoir à quel moment vos abonnés sont en ligne, donc en termes de journée et en termes d'heures. Par exemple, si on prend l'exemple que je vous ai mis ici, on voit qu'il n'y a pas vraiment de différence au niveau de la journée. Par contre, au niveau de l'heure, ça joue beaucoup. Il y a vraiment 3 pics où est-ce que les internautes sont les plus en ligne. On parle de 5 h le matin, 9 h le matin et 17 h le soir. Alors, si vous avez à choisir un moment pour publier, bien, choisissez-en un parmi ceux-ci.
Ensuite, l'engagement. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi mes publications n'obtiennent pas de likes, pourquoi j'ai pas de partage, pourquoi j'ai pas de commentaires. Puis nous aussi, on se l'est déjà demandé. Puis en fait, c'est vraiment une question de portée organique. La portée organique, c'est quoi? En fait, c'est simplement le nombre d'utilisateurs qui vont avoir vu passer votre publication dans leur fil d'actualité. De nos jours, la portée organique, elle est très basse. Elle se situe à environ 3 % de votre communauté. C'est-à-dire que si vous avez une page qui compte 500 fans, seulement 15 d'entre eux vont voir passer votre publication, ce qui est vraiment pas beaucoup. Et d'autant plus que la portée organique tend à diminuer avec les années, avec l'arrivée incessante de toute la publicité sur les réseaux sociaux. Bien, c'est important de trouver des moyens pour faire en sorte qu'on contre cette portée-là et qu'on réussisse à avoir plus d'engagement sur nos publications. Et surtout, atteindre en fait vos abonnés, parce que justement, d'avoir des meilleures publications, comme va vous montrer Jacinthe, souvent, ils vont avoir plus d'interactions et Facebook va comprendre qu'ils ont de l'interaction avec vos publications. Donc, ils vont vouloir, le Facebook va être porté à plus les montrer. Donc, un des premiers moyens, c'est premièrement faire des publications complètes. Quand on parle de publication complète, on parle de toujours mettre un texte et toujours mettre un visuel d'accompagnement, vice-versa, et l'un ne va pas sans l'autre. Vous pouvez le voir à l'écran, mais la publication, pas de photo, va probablement passer inaperçue dans le feed de vos abonnés. Et l'application, juste avec une photo, bien ici, on ne comprend pas trop c'est quoi le message. Est-ce qu'on veut montrer nos nouvelles chaises roses? Est-ce qu'on veut juste mettre une photo du salon parce qu'on le trouve beau? Donc, c'est pour ça que le caption, ça ne prend pas de temps à écrire, puis ça ajoute vraiment beaucoup de pertinence et d'importance à votre publication. Ensuite, un autre moyen, c'est en créant des contenus interactifs. Vous voulez que les gens interagissent avec vos contenus? Bien, vous devez un peu leur donner une raison de le faire. Puis ce que vous pouvez faire, simplement, c'est de leur poser des questions. Donc, venir créer des contenus qui vont vraiment venir susciter de l'engagement, qui va vraiment venir, en fait, susciter des échanges avec vos clients. Ça pourrait aussi, en plus, être des questions, ça pourrait être des ça ou ça, par exemple. Puis demander aux gens, on l'a déjà vu, mais ça pourrait être de liker pour telle réponse et d'adorer pour une autre. Puis ça fait des petits défis comme ça, puis des petits sondages à partir de Facebook, par exemple. Puis les gens aiment bien ça, répondre à ça. Fait que vous mettez toutes les chances de votre côté en y allant comme ça. Exact. Le dernier et meilleur moyen pour augmenter l'engagement sur vos publications, c'est en les sponsorisant. Évidemment, Facebook n'est pas un OBNL et cherche toujours à faire de l'argent. Donc, pour contrer l'algorithme qui filtre vos publications et réussir vraiment à obtenir plus d'engagement, c'est en ajoutant un petit budget de publicité sur vos publications. Ici, il ne s'agit pas de mettre de l'argent sur toutes les publications, mais sûrement sur celles sur lesquelles vous voulez qu'il y ait le plus de valeur. Ça peut être, par exemple, une promotion, un événement, un 5 à 7 que vous faites au salon, que vous voulez qu'il y ait plein de monde qui viennent. Ça peut être une nouvelle ligne de produits que vous savez qui est tant attendue, que les clients vont capoter dessus. Bref, une photo d'employé, par exemple, ça ne vaut pas nécessairement la peine de mettre un budget de sponsorisation là-dessus. Par contre, il y a d'autres publications sur lesquelles ça vaut un peu plus la peine. Autre petit conseil, toujours miser sur des visuels de qualité. On en a parlé un petit peu plus tôt, on ne veut pas se retrouver avec des photos mal cadrées ou des photos floues. Vous pouvez également prendre le temps d'analyser vos contenus. Donc, sur votre page, vous pouvez avoir accès à toutes vos publications et les statistiques de celles-ci. Donc, vous fiez à celles qui ont eu une très grande portée, qui ont eu le plus de clics, qui ont eu le plus d'impressions, et regardez c'était quoi le genre de contenu et vous fiez à ça pour reproduire d'autres contenus. Vous pouvez également ajouter des appels à l'action, publier au bon moment aussi en fonction de vos statistiques de ce qui a été présenté plus tôt. Et vous pouvez également profiter de l'occasion pour repartager des publications de vos clients qui vous ont tagué pour montrer leur nouvelle tête. Ça peut être intéressant, puis les gens aiment bien ça quand on repartage leur contenu. Comme mot de la fin, je sais, c'est déjà fini. On avait une contrainte de temps aujourd'hui, mais je vous dirais que d'assurer une présence optimale sur les réseaux sociaux, mais ça demande quand même beaucoup d'investissement, ça demande du temps, ça demande de la persévérance.
mais ça demande également beaucoup, beaucoup de patience et c'est normal que peut-être que lorsque vous allez appliquer les recommandations qu'on vous a proposées aujourd'hui, que ça prenne un petit peu de temps avant que la machine démarre puis que vous voyez du rendement, mais lâchez pas prise. C'est sûr qu'un jour, vos actions vont porter fruit et que vous allez être satisfait des résultats. Donc, pour ne pas faire un mauvais jeu de mots, c'est malheureusement pas quelque chose qui se fait en criant ciseaux, mais vous allez arriver à avoir des bons résultats, j'en suis certaine, si vous mettez les efforts nécessaires. On aurait maintenant une période de questions. On voulait garder du temps pour répondre à vos questions parce que vous savez, on a donné quand même des conseils assez généraux, des conseils de base pour bien vous aider. Par contre, souvent, on se rend compte que c'est en répondant aux questions du public qu'on permet de donner des réponses encore plus détaillées puis des conseils encore plus détaillés. Donc, si jamais vous avez des questions, je vous inviterai à lever la main. Sachez qu'il n'y a pas de réponses niaiseuses, il y a juste des réponses niaiseuses et c'est nous qui les donne. Fait qu'on on s'arrange pour que les réponses soient intelligentes. Donc, est-ce que dans la salle, il y a des personnes qui ont des questions sur la gestion pour Facebook ou pour Instagram ou pour les deux? Ou des passages dans la formation peut-être qui étaient un peu moins clairs? Oui! Oh, on a une question. Super. Bonjour, comment vous appelez? Julia. Bonjour. Alors, Bonjour. votre question. Oui, j'aimerais savoir c'est quoi les recommander comme publication par semaine, le maximum de publications qu'on doit faire par semaine. Donc, on demande peut-être le minimum, le recommandé pour les gens à la maison qui nous écoutent. La question était, quel est le nombre recommandé peut-être pour des publications minimum par semaine environ? Oui. En fait, c'est aussi une question qui revient souvent et ça dépend toujours de vos moyens. Si pour vous, vous êtes en mesure de faire une publication par semaine, mais que vous savez que cette publication-là est vraiment de qualité, que vous l'avez travaillée, mais c'est correct de juste faire une publication par semaine. Si vous êtes capable d'en faire 2, magnifique. Mais si vous êtes pour en faire 2 puis que finalement, ça devient un fardeau pour vous, limitez-vous à une. Et lorsque vous aurez une autre personne dans votre équipe qui est prête à vous donner un coup de main, vous pouvez en faire un autre durant la semaine. Mais sinon, d'ordre général, on recommande de 2 à 3 publications. Et que si vous avez la chance de faire des stories, par contre, si vous avez un compte Instagram, bien ça, vous pouvez en faire à chaque jour puisque c'est vraiment un bon canal là, pour aller chercher des nouveaux clients. Puis souvent, le problème avec la gestion des réseaux sociaux, c'est qu'on peut remarquer, par exemple, que des fois, on va voir des pages, puis on va voir une publication, puis la dernière, c'était Joyeux Noël en décembre. Puis on est rendu en avril. Là, ben, on est rendu le 1er mai. Oui. C'est le temps de payer vos loyers. Donc, c'est important de se dire, ben moi, je fais une publication par semaine, mais je m'assure d'être quand même assez fréquente dans mes publications pour avoir une page qui est aménagée régulièrement puis qui est alimentée régulièrement. Parce que des fois, on peut se demander, le salon est-il encore ouvert? Est-ce qu'ils font encore des services? Ou se demander, bon Dieu, sont-ils encore en vie sur leur page? Donc, c'est simplement d'y aller à votre rythme, mais de vous assurer d'avoir une certaine constance. C'est vrai ce que Valérie a dit là, pour ajouter là, à ses propos. En fait, on veut vraiment éviter les périodes de temps mort pour les raisons qu'elle a mentionnées. On ne veut pas que les gens pensent que finalement vous n'êtes plus en activité. Donc, comme que je disais, si c'est juste une publication par semaine, c'est parfait, mais les gens vont voir que vous êtes actif de façon récurrente. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut au final. Merci pour la question. Est-ce qu'il y en avait d'autres dans la salle? Ne vous gênez pas. Oui. Alors, Philippe se dirige vers vous doucement. Oui. Je me dirige vers vous doucement. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir si vous pouvez parler un petit peu plus de l'algorithme de Instagram. Oui, en fait, c'est une très bonne question. Puis, l'algorithme, en fait, autant sur Instagram que sur Facebook, change vraiment, vraiment souvent. Là, il est comme revenu, en fait, à la portion qu'on veut l'avoir en historique, mais ça, en fait, à la publication la plus récente qui a été publiée, c'est elle qu'on va voir en premier. Avant, c'était souvent les publications qui avaient le plus d'engagement qu'on allait voir en premier. Des fois, ça peut être aussi celle avec les comptes qu'on interagit le plus souvent. Donc, ça change vraiment, vraiment beaucoup souvent. Puis, Instagram fait des tests aussi. Au même titre que Facebook. Ils essayent d'aller chercher c'est quoi la meilleure façon de présenter le contenu aux utilisateurs pour leur montrer le contenu qui est le plus intéressant pour eux. Donc, il y a comme vraiment une tendance, comme que je disais, de retour
au fil d'actualité présentées de façon chronologique. Donc, les dernières publications qui ont été publiées vont être présentées en premier. Donc, c'est vraiment ça là, qui se passe en ce moment. Merci. Donc, on avait une autre question. Sinon, je sais que tu avais une question aussi. Bien, en fait, moi, c'était juste parce que, peut-être vous ne savez pas, mais pour savoir, en fait, l'impact entre publication versus story, c'est sur quoi, en fait, que les personnes peuvent miser plus, sachant que la story dure un certain temps versus les publications, mais qu'on dirait que ça a l'air d'avoir un plus grand impact par rapport au fait que tu peux couvrir tellement de choses dans une story versus une publication, s'il vous plaît. Oui, bien, en fait, les stories, on dit qu'ils sont vus environ 30% de fois de plus que les publications dans le fil d'actualité. Et même, d'après moi, le pourcentage doit avoir augmenté depuis la dernière fois que j'ai regardé les statistiques. C'est vrai que les contenus en stories sont éphémères. Par contre, si vous publiez à chaque jour, les gens vont quand même retenir votre message. Et si vous voulez vraiment que les gens, justement, puissent avoir accès à ce contenu-là, par exemple, vous faites une story, vous présentez vos prix, bien, vous pouvez créer des stories à la une. Donc, ça vous permet de mettre des stories dans les petites pastilles qu'on retrouve sur les profils. Et ces stories-là vont être disponibles aux utilisateurs en tout temps. Donc, ils ne disparaîtront pas après 24 heures comme ceux qui restent en stories seulement. Puis, n'oubliez pas que Instagram, on n'arrête pas de le dire, mais c'est vraiment la plateforme du paraître. Vous le savez, Oui. Les gens sont très beaux sur Instagram. Et la grille Instagram, la fameuse grille qu'on voit sur votre profil puis qu'on voit toutes les publications, c'est là où l'esthétique est le plus important, j'ai tendance à dire. Donc, assurez-vous, quand on disait d'avoir des visuels de qualité, souvent, on s'assure d'avoir une belle grille avec des belles photos, quand même une uniformité. On peut même avoir un filtre Instagram où est-ce qu'on l'applique toujours sur les photos pour avoir une uniformité. Tandis que les stories vont vous permettre de mettre du contenu très sporadique. C'est-à-dire que si c'est l'anniversaire d'un employé, puis là, il y a quelqu'un qui a apporté un gâteau au salon, bien, vous pouvez le mettre en story, puis ça, c'est très chouette. Puis les gens vont avoir accès un peu au behind the scenes, puis au secret de votre salon. Tandis que dans une publication, c'est un peu moins esthétique. Et étant donné que c'est très éphémère comme contenu, ça mérite un peu moins sa place dans la grille. Donc, vous voyez, dites-vous, est-ce que c'est un moment qui est funny, qui est sporadique, bon, même quand je dis sporadique, qui est très ponctuel, là, qui arrive aujourd'hui, puis c'est spécial, mettez-le en story. Puis si jamais c'est du contenu inspirationnel, c'est du contenu de qualité, une belle chevelure que vous avez fait au salon, bien, vous pouvez la mettre en grille. Vous pouvez aussi profiter, parce que comme disait Jacinthe, souvent quand on se lève le matin, on regarde les stories, on en regarde 5, 10, puis après ça, on ferme le téléphone, puis on se lève, on ne regarde pas vraiment le feed. Je ne sais pas pour vous, mais c'est ce que je fais le matin. Donc, ce que vous pouvez faire... Ou tu regardes TikTok. Je regarde beaucoup TikTok. On n'a pas parlé de ça, TikTok, ça va être au prochain Perfecto. Oui. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, on voit beaucoup cette tendance-là. Étant donné que les gens voient beaucoup plus les stories que les publications, vous pouvez faire une stories, mettre new post, nouvelle publication, puis dire allez voir dans la grille pour plus de contenu. Ça fait que la personne, là, vous biffez un petit peu l'image, là, vous faites un petit teaser, mais vous ne donnez pas tout le contenu comme ça. Puis la personne le voit en story, puis dit ah, ben cool, je vais aller voir c'est quoi la tête qu'elle a fait, puis là, vous mettez un carrousel avec plein de photos et tout. J'ai une autre question qui m'a été soufflée par... OK, d'accord, oui. Puis, par respect, je vais le faire pour vous et garder son anonymat. Elle voulait savoir, en fait, lorsqu'on peut faire une publication, qu'est-ce qui fait qu'il se démarque plus qu'une autre publication qui est faite ou versus un autre, mis à part l'algorithme, là? Est-ce qu'il y a-t-il d'autres aspects qu'on a besoin de considérer, comme des mots-clés ou quelque chose dans le genre pour aider à ce que ça puisse vraiment mousser la publication? En fait, ce qui attire beaucoup l'œil, c'est souvent le visuel. On se rend compte aussi que quand on publie des photos d'humains, de gens qu'on reconnaît, ça a souvent une plus grande portée que lorsqu'on présente une photo de produit. C'est vraiment un fait. Les photos avec des visages attirent vraiment plus l'œil et ont plus de chances d'obtenir de l'engagement. Donc, dans la mesure du possible, on veut retrouver des humains sur les photos. Par contre, on sait que ce n'est pas tout le temps possible, mais ça peut être essayer d'en intégrer un peu plus à vos publications. Sinon, autre conseil, j'en ai parlé un petit peu vaguement tantôt, mais restez concis dans les contenus. Les gens sont plus portés à vouloir lire votre publication s'il y a 1, 2 ou 3 phrases, mais si vous commencez à avoir un long paragraphe, ça se peut que les gens se disent « j'ai pas le temps de lire ça, je passe à la prochaine publication ». Alors, ce seraient mes 2 conseils que j'aurais à vous donner. Vous allez aussi voir que
on est des humains, on adore voir l'humain. Fait que vraiment, là, une précieuse source d'idées pour vos publications, ça reste votre équipe. On le remarque dans la plupart de nos clients, dans tous les domaines, quand on présente du staff, quand on présente de la clientèle, quand on présente de l'humain, ça génère quand même beaucoup d'interactions parce que la famille là, va liker le post, les gens vont commenter, ils vont dire « wow, bravo ». Fait que souvent, miser sur l'humain, puis ça va toujours être gagnant. C'était ma prochaine question. Ah! J'allais vous demander, est-ce que c'est pertinent, pour exemple, dans un profil professionnel, de partager un peu ce qui se passe dans nos vies, comme ça permet de créer une relation en quelque sorte avec... Ça dépend. Si vous allez à Cancun, mettez pas votre photo à Cancun. Ceci étant dit, si c'est l'anniversaire d'un employé, ça, c'est quand même quelque chose de chouette. Ou si la personne, ça fait 5 ans qu'elle est au salon puis vous voulez souligner ça peut être quelque chose. Ou de dire, bon, mais aujourd'hui, sans aucune raison, je vous présente le profil de Jacinthe. Jacinthe adore se coucher à 9 h le soir et boire un bon thé. Donc, des fois, ça nous apprend un peu sur la personnalité de la personne. C'est juste que ça fait du contenu bonbon à lire. Puis vous, ben, ça ne vous demande pas d'effort. Vous demandez c'est quoi sa couleur préférée, puis ça fait un post. Puis ça rend aussi le contenu vraiment plus authentique. Puis ça, on aime ça, l'authenticité. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? On a encore une petite couple de minutes. On ne veut pas vous forcer, mais on a une question juste ici. On va t'amener un micro pour entendre ta jolie voix. Bonjour. Alors, bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir par rapport aux photos. Quand on veut faire, je sais pas, une coiffure haute, une coupe, est-ce qu'il y a une façon spécifique que ça serait idéal de le faire poser? Pour rendre la photo? Oui, exactement. Jacinthe et moi, on n'est pas des photographes, mais on a quand même des bonnes connaissances, puis on suit beaucoup des comptes Instagram, puis des comptes de coiffeurs. Fait que peut-être je pourrais te laisser répondre, Jacinthe, sur cette question-là. Je dirais, est-ce que votre question, c'est comment placer la personne ou plus comment avoir le style de photo, le format et tout ça? Les deux. Bien honnêtement, pour comment bien placer la personne, je ne crois pas que j'ai les connaissances pour répondre à ça, pour être tout à fait transparent, à moins que Valérie veuille tenter une réponse. Mais sinon, pour le format, vraiment prioriser le format vertical, le format portrait, parce que ça va donner de la hauteur à votre photo et va vraiment plus capter l'attention rapidement. Puis si vous avez un endroit dans votre salon où est-ce que c'est bien aménagé, je sais pas moi, il y a un mur de fleurs, il y a un mur décoratif, où vous êtes face à une fenêtre aussi, la lumière naturelle va être très flatteur pour le visage de la personne si jamais vous voulez prendre. Souvent, on aime voir par exemple une photo de face, une photo de côté puis une photo de dos. Donc ça va être très flatteur pour la peau, mais ça va aussi être très flatteur pour la couleur. Donc on vous conseille, si vous êtes en mesure de le mettre devant une fenêtre naturelle ou encore devant un beau décor, c'est beaucoup mieux devant un fond de couleur rose, par exemple, plutôt qu'on voit tout le salon en arrière, puis là, tu as José qui n'a pas fini sa coupe en arrière. Aussi, autre point qu'on pourrait mentionner, les filtres, on aime ça, mais avec parcimonie. On ne veut pas non plus montrer une belle photo d'une chevelure blonde qui a l'air rousse, finalement, parce qu'on l'a vraiment... trop changé avec les filtres. Là. Donc ça, on fait quand même attention à ça aussi pour vraiment garder l'essence naturelle là, des couleurs de la photo originale. Puis, n'oubliez pas, justement, quand vous mettez des photos de vos couples, c'est souvent parce que, de un, vous voulez montrer votre travail, puis vous aimeriez peut-être qu'un client arrive puis dire « je veux exactement ça ». Donc, justement, le but, ça va être de montrer le plus possible. Bien, évidemment, on ne coupe rien dans la photo, puis on s'assure qu'on voit vraiment tous les côtés, puis on voit, tu sais, par exemple, la coupe au complet, tout simplement. Est-ce que ça répond à la question? OK. D'accord. Est-ce qu'on avait d'autres questions dans la salle? C'est vraiment pas grave. Ça nous a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui, à la maison aussi. On imagine qu'il y a des questions à la maison de toute façon. Donc, n'hésitez pas, évidemment. Bien, merci beaucoup. Merci d'être venu aujourd'hui nous voir pour les conseils de base sur les réseaux sociaux. En terminant, j'aimerais vous dire que, je ne sais pas si vous êtes déjà au courant, si vous m'avez vu donner des fleurs là-bas dans le coin, près de la sortie, mais je voulais faire un petit mot de fermeture avant de vous laisser au bon soin des animateurs. Donc, je ne sais pas si vous savez déjà, mais grâce à Quentin, avec son programme Du salon au salon, vous pouvez désormais vendre à votre clientèle à partir de quentinbeauté.com, à partir de la boutique en ligne. Et à partir d'aujourd'hui, jusqu'au 14 juillet, il y a un concours qui vous permet de gagner un accès VIP, toutes dépenses payées à Amsterdam, au Global Experience, qui va avoir lieu du 30 septembre
au 4 octobre. Donc, si jamais vous êtes curieux de savoir les détails du concours, venez nous voir avant la sortie. On va vous donner des petites tulipes et des petits pamphlets si jamais vous voulez de l'information. Ou n'hésitez pas à consulter votre représentante ou votre représentant pour les détails du concours. Ça va aller jusqu'en juillet. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui.